Paul Tchoucriel, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, je suis super content de t'avoir Ouais, dans moi le call aussi. interview, ça me fait plaisir. Ça fait un moment qu'on parle de ce moment, de notre rencontre. Ça y est, on le fait en bonne et due forme. Ça va, pas trop crevé après la grosse saison qu'on a eue? Non, c'est bon, parce qu'on a eu 2-3 jours de repos là, donc ça va, mais c'est vrai que ça a été un peu intense. C'est toujours la même chose, les fins de saison, c'est la fin des championnats, c'est là où tout se joue, où les matchs s'enchaînent, et la Coupe d'Europe évidemment. Et cette année, c'est encore plus particulier, puisque étant donné que Paris est allé très très loin jusqu'au bout, les émissions ont été plus intenses, on a bossé sur les matchs où quand il y a Paris, il y a encore plus d'attentes de la part des gens qui nous regardent aussi. Donc voilà, ça a été intense jusqu'au bout, mais ça s'est bien fini pour Paris. Parce qu'on va forcément aborder la finale, on va forcément Bien aborder le sûr. parcours incroyable du Paris Saint-Germain, mais on va quand même s'attarder un peu sur ton parcours à toi, parce que pour beaucoup de gens, tu es un peu sorti de nulle part, tu es devenu d'un coup le grand commentateur de Canal+, donc j'ai quand même pas mal de questions pour toi pour éclaircir un peu tout ça. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous mettre un petit peu l'eau à la bouche, me dire un petit truc que les gens ignorent qui a pu se passer pendant cette finale, par exemple? Sur la finale, je pense que les gens ne se sont pas rendus compte, et j'ai réécouté, mais ça s'entend un peu, à la 89e minute, je ne sais pas si tu te rappelles, tu sais, il y a un plan sur Marquinhos, et on voit qu'il retient ses larmes. Et moi, tu sais, je t'en parle, ça me met des frissons encore. Et moi, au moment où je commence à décrypter l'image, je suis pris en fait. Et je me dis, je ne vais pas pouvoir continuer parce que je vais pleurer aussi. Mais pas parce que je suis supporter ou content. Et Marquinhos, c'est pas mon ami, je le connais pas. Mais je trouve que il est tellement symbolique des galères de Paris pendant 10-12 ans en Ligue des Champions, que ce moment, il est tellement fort, au moment où lui comprend que ça y est, c'est terminé, ils vont enfin être champions d'Europe, et il a enfin réussi et terminé la quête, que moi, ça m'a vraiment bouleversé sur le moment, et j'ai dû pas continuer, parce que moi, je pense que j'aurais eu des sanglots à l'antenne. C'est une belle histoire, c'est une belle anecdote. En fait, c'est juste une belle histoire ce qui arrive à Marquinhos au Paris Saint-Germain. Il y a des galères, mais au final, ça finit bien. Ouais, et je trouve que ce match-là, cette campagne de Ligue des Champions, tu vois, ça le fait passer, ça le fait basculer dans les légendes du club, si ce n'est la légende du club. Alors que s'il n'y avait pas eu ce succès-là, il aurait peut-être été au niveau d'un gars comme Thiago Silva, tu vois, qui a marqué le club, mais qui n'a pas l'empreinte de celui qui a gagné avec Paris. Et lui, il a gagné le titre que Paris attendait. Pourtant, il aurait mérité Thiago Silva parce qu'il en a fait pour Paris Saint-Germain. Bon, vous l'avez compris, les amis, on est avec Paul Tchoucriel, le commentateur numéro 1 de Canal+, qui nous a fait vibrer avec l'épopée du Paris Saint-Germain. Alors, on va discuter dans un moment un peu privilégié avec lui aujourd'hui. On l'a pour une petite heure. On va discuter ensemble des sujets importants, son parcours, l'épopée du Paris Saint-Germain, les émotions, bref, ses goûts dans le foot, évidemment, on ne va pas l'épargner. Abonnez-vous, comme d'habitude, à Call Interview, supportez le projet. On a besoin de vous pour aller plus loin, pour avoir des invités aussi prestigieux que ce monsieur aujourd'hui. Donc, je compte sur vous. On reprend avec Paul. Bon, alors du coup, tu m'as parlé de cette anecdote. Elle est folle. Mais je te disais, tu as un peu débarqué de nulle part pour nous. Enfin, pour nous. Moi, je me suis renseigné, évidemment. Je sais maintenant, je connais un peu ton parcours. Mais pour la majorité des gens, boum, Stéphane Guy a disparu. Toi, tu étais là en prime time quasiment tout le temps. Comment ça s'est passé pour toi? Bah, en fait, je commentais c'était à l'époque où Canal avait 2 matchs de Ligue 1, et moi, je commentais le deuxième. Et donc, Canal m'a demandé de faire le meilleur match, et puis ça s'est bien passé. Et puis, voilà, je crois que même si pour les gens qui suivent un peu moins ou de moins près, ça paraissait très soudain, moi j'aime bien dire que c'était quand même, l'ascension a été rapide, mais quand même linéaire, ou enfin progressive, parce que j'ai commencé à Canal+, à Info Sport Plus, où j'étais en alternance. Ensuite, j'ai commencé à commenter des matchs pour Jour de Foot, où c'était des résumés qui étaient diffusés dans l'émission qu'on diffusait le samedi soir. Et puis après, j'ai commenté le championnat de France de foot féminin, et puis après la Première Ligue, et puis après la Ligue 1. Donc c'est vrai que chaque année, il y a eu une nouvelle étape, et ça peut paraître un peu rapide, mais c'était quand même assez progressif. Donc j'ai eu le temps de progresser. Ouais. Il n'y a pas. Enfin, de toute façon, je t'avoue que moi qui suis un enfant entre guillemets de Canal+, j'ai toujours grandi un peu comme toi, avec Canal+, toujours à la télé, que ce soit pour les matchs de foot ou autre. Est-ce que il y a quand même eu ce moment où toi, tu as senti que tu basculais dans quelque chose d'un peu plus grand, dans le grand bassin, quand tu me dis le grand match? Est-ce qu'il y a eu cette sensation-là ou pas du tout? Oui et non, parce que quand tu commences à faire les meilleurs matchs, tu sens qu'il y a plus d'attentes, tu sais qu'il y a plus de choses à gérer, que quand tu es sur site, qu'il y a un réalisateur
que le match est produit par Canal, donc il y a beaucoup plus de choses. Il y a un homme ou une femme de terrain, il y a le consultant qui est très prestigieux, il y a les réalisateurs qui sont parmi les meilleurs réalisateurs de foot du monde, avec qui tu discutes pour savoir comment tu vas aborder le match, les histoires qu'on va vouloir raconter à la fois moi dans la voix et à la réalisation dans l'image, c'est ultra important. Et tout ça, toute cette préparation, c'est vrai que ça te fait prendre conscience que tu arrives dans un monde où tu as beaucoup plus de choses à gérer que quand tu vas commenter un match où Canal ne produit pas les images, ce qui peut être le cas dans les matchs en Angleterre, etc. Donc, tu prends conscience au fil du temps que les matchs sont plus attendus, qu'ils sont plus regardés, ou tu es plus sollicité. Mais étant donné que c'est assez progressif et que tu as fait des choses avant qui t'ont permis de te préparer à ce moment-là, que tout le monde est bienveillant, que les gens ont confiance en toi, ça te facilite le travail, ça te permet après d'être le plus à l'aise possible, même si c'est vrai qu'au départ, Oui, il y a la petite pression évidemment, mais en gros ce que tu me décris c'est que Canal bosse bien, en gros. Ah moi, il y a des personnes qui sont là, qui t'encadrent bien. Moi je suis un enfant de Canal, j'ai toujours été fou furieux de Canal quand j'étais petit. C'est souvent un truc que je raconte, mais quand j'étais petit, j'avais le droit de regarder Tintin et Canal à la télé, tu vois. Donc c'est un truc qui dure depuis très longtemps. Et donc moi j'ai toujours eu cet amour pour la chaîne et j'ai travaillé qu'à Canal. Donc j'ai un lien particulier. Je suis biaisé évidemment, mais quand j'essaye d'être le plus objectif possible, oui, je trouve que en termes de qualité. Oui, de qualité, de comment Canal montre le sport en général, c'est souvent plébiscité par tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu, alors on a parlé de la façon dont tu es arrivé là. Dans tes débuts, comme très souvent, de toute façon, quand une nouvelle tête arrive, les gens ont du mal à s'y faire, sont d'abord très pessimistes, critiques, avant de ce que tu connais aujourd'hui, un peu plus de reconnaissance, un peu plus on va dire d'appréciation positive de ton travail. Tu l'as ressenti, toi, personnellement, ou pas? Ouais, mais moi, justement, quand j'ai commencé à faire les matchs qui étaient plus exposés, j'étais conscient que ça allait arriver, que j'allais sûrement avoir beaucoup plus de critiques que de louanges au départ, ou en tout cas du grand public ou des gens, tu parles surtout des réseaux sociaux. Surtout les réseaux sociaux. Ce qui m'importait, c'était que les gens avec qui je travaillais considéraient que je faisais du bon boulot, que moi, d'abord, en premier, qui suis très critique avec moi-même, et pas du tout indulgent quand je bosse, je me dis bon ok c'est bien. Les gens avec qui je travaille à Canal+, les gens du milieu, les gens du foot aussi, les entraîneurs, les joueurs qui disaient on aime bien ce que tu fais, etc. Donc au départ c'était ça le plus important et puis je savais qu'à terme oui il faudrait du temps pour que le grand public ou les réseaux sociaux te valident entre guillemets. Mais ça a jamais été. J'ai jamais couru après ça. Je fais pas ce métier pour être célèbre. Je fais pas ce métier pour être adulé. Je fais pas ce métier pour être connu. Je fais ce métier parce que j'adore le foot, parce que je pense qu'avec le temps, j'ai réussi à être plutôt bon dans ce que je fais, et ça me suffit. Après, oui, c'est sûr que je préfère quand les gens disent on adore ce que tu fais plutôt que t'es nul, Choucriel. Évidemment. mais Évidemment. ça, tu le maîtrises pas. Donc tout ce que tu maîtrises pas, je pense qu'il faut essayer de s'en détacher. Et c'est ce que je te disais moi au départ, et encore aujourd'hui, je regardais très peu ce qu'ils se disaient sur les réseaux sociaux. Ouais. Souvent, les gens dans le monde du foot ou les personnes connues disent que c'est l'entourage qui en souffre le plus, que ce soit dans le bon ou dans le moins bon, et que c'est souvent l'entourage qui envoie les vannes, qui envoie les mauvais articles, ce genre de choses. Toi, c'est pareil? Ouais, c'est pareil. C'est pareil. En fait, ça dépend. L'entourage très proche, ils me préservent de ça. Ils m'envoient pas les trucs parce qu'ils savent que ça pourrait, ou ça aurait peut-être pu me faire de la peine, ce qui n'est pas le cas. Et c'est plus tes potes, parce que eux, ça les fait rire, et donc ils te l'envoient, et ils n'imaginent pas que toi, peut-être, si tu es dans un mauvais moment, ça peut peut-être te toucher. Moi, c'est vrai que j'ai réussi à prendre du recul là-dessus très vite, et ça m'a toujours plutôt fait rigoler, quoi. Donc, quand il y a quelqu'un qui fait une vanne sur les réseaux sociaux en disant qu'il est nul ou machin, je dis ok, d'accord, c'est marrant, et puis tu sais que c'est le même gars ou la même fille qui... dans quelques semaines, dira que tu es super fort, et puis voilà, et puis tu sais même pas qui c'est souvent. Oui, donc, c'est vrai. Il faut écouter ce que disent les gens en général. Je te dis pas, non, attends, moi je suis loin de tout ça, etc. Je sais à peu près ce qui se dit, mais il faut aussi garder une certaine distance parce que
il y a des jours, on va te dire, t'es catastrophique, et puis là, les supporters du PSG vont te dire, ah, t'es génial et tout, parce qu'ils ont vibré avec toi. Mais est-ce que toi, t'as été un meilleur commentateur depuis que Paris a gagné? Je suis pas sûr, en fait. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut réussir à mettre un petit peu de distance, prendre ce qu'il y a à prendre, et puis se faire confiance. C'est hyper important ce que tu me dis. Parce que là, quand tu me parles du fait que tu n'es pas forcément évolué dans ta façon de commenter les matchs. Si, je pense, depuis ça fait 10 ans que je le fais. Si, j'ai évolué. Parce que moi, je vois même par rapport à. J'ai comparé, j'ai réécouté les commentaires des gros matchs que tu as pu faire. Parce que, évidemment, je t'écoute quasiment toutes les semaines. Donc, c'était un peu dur de retrouver des moments. Mais je me suis attardé à apprendre par période. J'ai repris le Paris Saint-Germain avec Messi. J'ai repris le Paris Saint-Germain sans Messi avec Mbappé seulement. Je dis Mbappé seulement, c'est de la MSN. Ouais, j'ai compris. Par contre, je t'ai réécouté encore cette année. Et je trouve qu'il y a eu pas mal de changements. J'ai pas envie de te dire ce que moi j'ai ressenti parce que je te le dirai après une fois que tu m'auras donné ta réponse. Mais est-ce que toi, est-ce que tu t'écoutes sur les commentaires de la saison pour voir ce que tu aimerais changer? Ouais, quand j'ai un peu de temps. Ok. Et qu'est-ce que tu me dis que tu es très peu indulgent. Qu'est-ce que tu as comme souvenir d'amélioration que tu as voulu apporter Je sais qu'au départ, j'étais peut-être un peu trop bavard. Ou en tout cas, des moments, je voulais dire des choses et je mettais 2 phrases à le dire, alors qu'en une phrase courte, ça aurait suffi. Et je trouve que c'est important de réussir à dire beaucoup en peu de mots. Parce que c'est un match de foot, le plus important, c'est le bruit du ballon sur le corner, c'est le bruit du filet quand le ballon rentre dans la cage, c'est le bruit du public, c'est l'entraîneur qui va donner une consigne qu'on va entendre. Et ça, si tu parles beaucoup, bah, parfois tu vas gâcher un peu ce petit plaisir-là. Et donc, moi, je me suis un peu attaché à ça, surtout à essayer de parler un petit peu moins, mais d'être beaucoup plus percutant quand je le faisais, de réussir à mettre plus d'intensité sur les moments clés, pas forcément que sur les buts, mais tu vois, je te prends l'exemple de Kvaratskhelia quand il revient à la 89e, je le commande comme un but, mais parce que je me dis, tiens, ça c'est l'intensité qu'il faut mettre à ce moment-là. Ouais. Et c'est pas un but, mais je le commande comme un but. Et ça aussi, voilà, c'est de l'éditorial aussi, se dire qu'est-ce qui est vraiment important à ce moment-là, c'est quoi l'image du match, c'est quoi l'histoire du match s'il y a un but à ce moment-là, qui est le héros de la soirée, tu vois, la finale, moi, l'image du match, je trouve, et je le commente ainsi, c'est que c'est Marquinhos qui pleure, tu vois. Pour moi, c'est l'image du match, c'est l'image même de la saison, c'est peut-être l'image des 10 dernières années de Paris. Ouais. Et ça, je trouve que c'est seulement avec le temps, quand tu as commenté beaucoup de matchs, quand tu as confiance aussi, que tu arrives vraiment à taper juste et à taper là où il faut. Après, parfois, tu te trompes, mais c'est pas grave. Au moins, je préfère me tromper, mais en suivant mon instinct, plutôt que de ne pas dire les choses et après de regretter. Bah, c'est bien, on est plutôt d'accord, parce que j'allais dire justement, je trouve que tu as épuré ton commentaire. J'ai réécouté les moments de but, notamment, parce que c'est là où... Alors, c'est paradoxal, parce que je ne trouve pas que ce soit le moment le plus dur à commenter, parce qu'il y a quand même une ferveur. C'est mon avis qui n'est jamais commenté, donc c'est beaucoup moins pertinent que le tien. Mais moi, j'angoisserais beaucoup plus de commenter le reste du temps. Les moments où il n'y a pas forcément d'action, les moments, voilà. J'aurais plus cette angoisse-là de vouloir peut-être trop combler les vides. Mais sur les buts, où j'ai beaucoup réécouté ton évolution, je trouve qu'avant, il y a 2 ou 3 saisons, tu avais tendance à en beaucoup parler, alors que là, il y a peut-être 3 phrases qui sont dites avant de laisser un blanc et potentiellement relancer ton consultant. Et je trouve que c'est beaucoup plus fort que ce que tu faisais avant. C'est pour ça que j'étais assez impressionné, moi, de voir l'évolution. Moi, j'aime bien faire des lives plutôt courts parce que ça permet, en fait, surtout quand il y a beaucoup d'ambiance. Je te parle des matchs de Paris, le but de Fabian Ruiz, le but de Doué. Parce que, en fait, ça permet aux consultants d'être encore dans l'émotion du but. Ouais. Ça permet aux consultants, en fait, de rentrer sur le but avec encore le bruit du public qui est en train d'exulter, d'avoir une image de bonheur de joueurs qui sont encore en train de se congratuler. Après, il y a des différentes écoles chez les consultants. Il y en a certains qui vont justement laisser le blanc pour que les gens puissent entendre le public. Et puis, tu en as d'autres qui vont enchaîner sur l'ambiance. Habib faisait beaucoup ça. Il était énormément dans l'émotion derrière. Et ça amène aussi quelque chose. Mais je trouve que faire des lives courts, ça permet aussi de vraiment créer ce moment à deux qu'on a, puisque c'est comme ça qu'on commente, vraiment... On essaie de trouver une osmose avec le consultant et je trouve que là, ça lui permet aussi de profiter de l'élan qu'amène un but. Dans le fait d'épurer, aujourd'hui,
je ne vais pas dire, parce que je vais me faire taper dessus, je n'ai pas envie de dire que c'était plus facile de commenter qu'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Par contre, je trouve qu'aujourd'hui, le commentateur, le spectateur, il a accès à beaucoup d'informations avant le match, pendant la semaine. Il a presque autant d'informations que vous, presque. Ouais, ou parfois plus. Parfois même, bon, certains qui sont supporters, toi tu vas commenter un club que tu commentes jamais. Le gars vrai. qui est supporter fou, souvent il connaît plus de trucs que toi presque sur le club. C'est clair. Donc, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, pour un commentateur, c'est intéressant de dire, je sais pas moi, Kylian Mbappé a marqué 10 buts sur les 10 derniers matchs. Moi, je trouve qu'il y a des chiffres qu'il faut absolument connaître. Tu n'es pas forcément obligé de les donner. Mais ça dépend de la façon que tu as de commenter. Moi, j'aime bien donner... surtout, en fait, ce que j'aime avec les infos ou les chiffres, c'est surtout d'être... de les donner au bon moment. Je trouve que c'est ça, en fait, le plus difficile dans le commentaire. C'est si le consultant parle d'un joueur, de réussir à ce moment-là à dire « Ah bah tiens, justement, vous en parlez, ça fait 3 semaines qu'il est un petit peu en délicatesse avec sa cheville, par exemple. » Enfin, je te donne un exemple comme ça. Et je trouve que c'est ça le plus difficile. Et tout dépend ensuite du match. C'est vrai qu'une finale de Ligue des Champions, dire que, je sais pas, Désiré Doué a mis 13 buts... c'est pas aussi important que si c'est un match de championnat, parce que en fait l'enjeu prend tellement d'importance qu'on est plus vraiment sur le jeu, qu'est-ce qui se passe, qui a le ballon, qui domine, qui va marquer, etc. Je trouve que c'est vraiment le match en fait, et la physionomie, l'enjeu qui te donne le ton de ce que tu fais. Et c'est vrai que moi, je me fais souvent l'économie de chiffres, à part les chiffres essentiels où là il faut les appuyer. En revanche, j'aime bien appuyer sur les stats Canal qu'on a produites, où par exemple le consultant va parler du retour de Kvaratskhelia et tac, nous on arrive à montrer directement sur l'image du téléspectateur sa zone de pressing, etc. Et là je trouve que ça donne une vraie plus-value. On en parlait il y a quelques instants, regardez en image l'analyse que faisait Sydney. Vous voyez à quel point Kvaratskhelia revient, il a fait 35 pressings, c'est le plus haut total. Là, je trouve que ça apporte quelque chose vraiment très intéressant. Dans les moments, tu me disais tout à l'heure que ça arrive de se tromper, mais tu reparles de Kvara, un geste important, qui n'est pas forcément celui qui aurait sauté forcément aux yeux du téléspectateur, mais que toi tu soulignes et qui du coup devient aussi très important. Parce que sans le commentaire, il y a eu la réaction du public, mais sans le commentaire, je me demande si tout le monde aurait apprécié à sa juste valeur l'effort de Kvara, par exemple. Je sais pas. Je sais pas non plus. Enfin, je pense oui, mais parce que tu sens aussi le public qui met de plus en plus d'intensité à mesure que Kvara est en train de reprendre, je crois que c'est Dumfries. Ouais, c'est Dumfries. Je pense, mais c'est notre rôle en fait, ce dont je te parlais tout à l'heure, de mettre le point sur ce qui est important ou pas important. Et là, moi, je considérais que, t'imagines, ils sont en finale de Ligue des Champions, ils mènent, je crois, 4-0. 4-0 à ce moment-là. Ils sont à 4-0, c'est la 88e minute et ils tapent le sprint de sa vie pour récupérer le ballon. Alors que, il pourrait se mettre comme ça. C'est bon, j'ai fait mon match, on va gagner. Ça va, je vais pas le faire celui-là. Et en fait, il le fait. Donc, je trouve que ça dit quelque chose en fait de cette équipe, de ce joueur et de la victoire totale de Paris. Est-ce que c'est une grosse difficulté de ton job à toi de justement être précis sur ces moments-là qui ne sont pas des buts, qui ne sont pas forcément des moments aussi forts? Je prends pour exemple, j'ai eu en interview Thierry Barnera. C'est le conseiller, pour ceux qui ne savent pas, c'est le conseiller, un des conseillers, surtout en analyse vidéo, de Thibaut Courtois. Et on a parlé pendant son interview presque 5 à 10 minutes de la parade de Gigi Donnarumma sur la frappe d'Odegaard en demi-finale. Ouais, incroyable. Est-ce que toi, tu as déjà eu la sensation en après-match d'être passé à côté d'un moment comme ça important? Oui, je pense. C'est ce qui te frustre après les matchs en disant, sans pour autant être passé complètement à travers. Ça, je me suis jamais dit en sortant d'un match, voilà, j'ai complètement passé à travers. C'est vrai, tu t'es jamais dit ça? Non, je me suis dit, j'aurais pu mieux faire ça, j'aurais pu mieux faire ci, j'aurais dû mieux dire ça. Là, j'ai attaqué là-dessus, j'aurais dû plutôt y aller de ce côté-là. Voilà. Mais oui, ce sont des réflexions que tu as à chaque fois après les matchs parce que c'est très très dur en fait de faire 90 minutes sans faire une faute de syntaxe, de pas bredouiller sur quelque chose. Mais c'est aussi
un conseil un jour, ou une remarque qu'on m'a dite qui est, je trouve, très vraie et qui m'a un peu libéré au niveau du commentaire, c'est qu'on m'a dit que ce n'est pas un exercice parfait. C'est-à-dire que ce n'est pas grave de savonner sur un mot, c'est pas grave de se tromper de joueur une fois de temps en temps. L'important, c'est est-ce que sur le moment important, tu es dans le bon ton, tu le décris de la bonne façon, tu analyses bien ce qui se passe, etc. C'est là où on te juge. Parce que moi, cette année, j'ai fait entre 60 et 70 matchs. Tu multiplies par 90, ça fait beaucoup de temps où tu peux dire une bêtise. Et Au moins 90. Oui, et c'est impossible de ne pas faire de petites erreurs. Donc, il faut bien s'attacher, surtout à être performant sur les moments clés, quoi. On en parlait en off un petit peu. Ton aura, elle a bien explosé. Ta popularité a bien explosé, surtout cette saison. Surtout cette saison, parce que c'est pas que du fait de cette saison, mais surtout cette saison avec le parcours incroyable du Paris Saint-Germain que tu as accompagné du début à la fin. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est lequel avec qui tu kiffes le plus lequel consultant avec qui tu kiffes le plus commenter un match sans faire de la langue de bois, j'adore bosser avec tout le monde, mais pour des raisons différentes. Et puis à chaque fois, ça te permet de se réinventer aussi, parce que tu sais à peu près comment tu dois bosser avec chacun des consultants. Tu vois, je travaille beaucoup avec Christophe Jallet, Jean-Luc Haribar sur la Première Ligue. Je te parlais tout à l'heure du consultant qui va plutôt laisser vivre le stade avant de reprendre. Jean-Luc, il fait énormément ça. Ouais. Il adore faire ça, où tu commentes le but et là, il laisse 5-6 secondes de caméra qui filme les tribunes, de bruit et tout, pour reprendre après. Et je trouve que c'est génial. J'ai beaucoup commenté avec Habib, qui avait une grande force, c'était justement de mettre de l'émotion dans les commentaires et d'accompagner le comme ça. Sidney fait beaucoup ça aussi, et quand tu commentes une équipe française, c'est très précieux parce que ça te permet en fait d'emmener tout le monde avec toi. Donc je pourrais pas sortir un consultant avec qui je préfère. Non, je te jure que c'est pas de langue de bois. Je veux pas me faire d'ennemis, mais s'il y avait eu une préférence, je l'aurais dit, mais en vrai non. J'ai plus l'habitude de bosser avec Sidney en Ligue des Champions. Ouais. Et après, en fait, ce qu'il y a, c'est que plus tu bosses avec quelqu'un et plus tu commences à avoir des… Oui. Mais Grégoire Margoton, pour te dire vrai, c'est pas une langue de bois, parce que Grégoire Margoton disait un peu la même chose. Ah ouais. Où il disait qu'il aimait bien, pareil, échanger, qu'il y avait des affinités, des points forts, des points faibles avec chacun et que tu t'adaptais, que c'était pas mal. Et puis pour eux, c'est la même chose. Tu leur poses la question, je pense qu'ils diraient pareil, parce qu'il y en a qui leur laissent plus de place, d'autres au contraire qui préfèrent juste intervenir avec parcimonie, tu vois, de temps en temps. Ouais. Et il y a un autre commentateur qui va leur permettre ça, tu vois. Donc non, c'est vrai que ça te permet de te réinventer plutôt que d'être toujours avec la même personne. Et parfois, tu peux tomber dans une sorte de, je sais pas, de facilité un peu, tu vois. En tout cas, nous, c'est pas le cas, quoi. Autre pirouette que j'annonce, potentielle. Tu as commencé, et j'ai regardé à travers toutes tes interviews que tu as pu donner, en disant qu'il n'y avait pas de club réellement fétiche que tu avais. Ça fait partie des pirouettes habituelles d'avoir des commentateurs. Il n'y en a pas Je vais te faire une réponse sans pirouette. Vas-y. Moi, je suis né à Lyon, j'ai joué à l'OL, mon frère a joué à l'OL, mon père a joué à l'OL. Donc, quand j'étais petit, j'étais évidemment supporter de l'OL. Ah, tu te la racontes ou tu réponds à ma question? Non. Je t'explique. Non, parce que tu m'as donné l'arbre généalogique. Moi, j'ai parlé de toi seulement, tu parles de toute ta famille. Oui, mais c'est-à-dire que j'avais pas le choix. Tu sais, c'est comme les Anglais. Les Anglais, t'es né dans une famille, ils supportent Arsenal depuis 1880. Si tu supportes pas Arsenal, t'es excommunié. Voilà, moi, c'est un peu la même chose. Okay. Mais en fait, la vérité, c'est que ensuite, quand tu travailles dans le milieu, tu prends aussi une distance avec ce qui t'animait quand tu étais plus jeune, tu vois. Tout à l'heure, hors antenne, on parlait de la folie qu'on avait vécue en 98 avec l'équipe de France. En 2018, tu le vis beaucoup moins intensément, déjà parce que tu as grandi, parce que tu sais que le foot, c'est ultra important dans ta vie, mais il y a d'autres choses aussi qui sont importantes. Et nous, après aussi, en travaillant dans ce milieu-là, tu es obligé de prendre une forme de distance parce que si tu n'en avais pas, ça fait de toi non pas un journaliste, mais un supporter. Et à terme, en fait… tu en viens à être donc beaucoup plus distant et surtout apprécier, je sais pas, des gens dans certains clubs parce que ça se passe bien quand tu les vois, des joueurs avec qui tu as un super relationnel, des coachs parce que la relation elle passe bien et que quand tu as besoin d'eux, ils te répondent au téléphone. Oui. Et en fait, ça change ton côté supporter que tu aurais pu avoir. Parce que tu dis, ah tiens, je vais aller commenter, je te dis une bêtise, j'ai commenté Lille, super, je m'entends trop bien avec l'adjoint. Ah bah tiens, je vais commenter Rennes, je suis super pote avec le troisième gardien. Et
en fait, tu en viens finalement à te sortir du clubisme de base, etc. Et donc ça, c'est un peu le procès qu'on fait tout le temps aux commentateurs. De toute façon, généralement, les supporters, quand leur club perd, c'est soit l'arbitre, soit le commentateur. C'est clair. Mais c'est un peu le procès qu'on fait. Et tu vois, aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de Parisiens qui disent « Ah, t'as commenté Paris, etc. » Et puis à l'inverse, t'as beaucoup de Marseillais, Lyonnais, ou je sais pas, qui vont dire « Ouais, t'es supporter parisien, t'es trop content pour Paris. » Mais nous, en vrai, on est derrière l'équipe française parce que ça nous porte aussi. C'est important pour Canal quand il y a une équipe française. C'est super parce qu'on a plus de monde devant la télé. Et que nous, ben, entre Paris et le Barça, entre Marseille et Manchester, entre Lyon et Celta Vigo, évidemment qu'on est plus proche de l'équipe française. Et les gens qui nous regardent sont français. Donc on a évidemment un petit biais, quoi. Mais donc pour te répondre en 2 mots, sans faire de pirouette, j'étais supporter de Lyon quand j'étais petit et maintenant je suis beaucoup plus distant de. Ouais, t'as mûri quoi, t'as arrêté. On a on a arrêté d'être supporter pour Lyon. T'es content? J'ai pas fait de pirouette. Je suis très content que tu sois plus supporter lyonnais déjà. et je suis content qu'il n'y ait pas de pirouette. Mais justement, est-ce que vivre des épopées folles comme celle-là, parce que c'est vrai, tout ce que tu m'as dit là est totalement vrai. Même moi, j'avoue, à mon échelle déjà, le fait d'avoir le nez dans le foot tout le temps, ça fait prendre du recul un petit peu et tu sors un peu de ça. Mais tu es plus sur l'humain, c'est exactement ce que tu viens de me décrire. Mais par contre, est-ce que vivre des épopées, et il faut l'avouer, les épopées européennes, tu as beaucoup plus de chances de les vivre aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec le Paris Saint-Germain, de manière régulière, est-ce que ça rapproche un petit peu d'un club tu vois, tu me parlais de Marquinhos. Est-ce que tu le vois à l'échelle Paris Saint-Germain ou est-ce que cette scène, c'est vraiment Marquinhos qui t'a touché? Non, c'est Marquinhos parce qu'il a accompagné aussi 10 ans de notre vie d'amoureux du foot. Ça fait 10 ans, Marquinhos, qu'on le voit et qui galère, tu vois. Donc, du coup, à un moment donné, on se dit, oh, on est content pour lui. Mais tu vois, je me faisais la réflexion parce que pendant le match, pendant la finale, j'ai dit que c'était le 546e match de la finale 546e match que Canal diffusait cette année. C'était un exploit monumental et que ça allait recommencer l'année prochaine avec Marseille. Et en plus, moi je te dis, l'année prochaine, je suis trop heureux de retourner au Vélodrome et que Marseille soit en Ligue des Champions. Tu vois, c'est génial. Monaco, pareil, on espère Nice. Et voilà, c'est évidemment qu'on s'attache aux équipes qui vont aller loin parce qu'on sent qu'il y a une attente des supporters. Mais l'année prochaine, nous, on croise les doigts pour que Paris et Marseille aillent le plus loin possible, tu vois, et Monaco et qui tu veux, tu vois. Donc pour toi, ce serait quand même incroyable de vivre un quart de finale de Ligue des Champions avec Marseille. Moi, je rêve de ça. Moi, je rêve de commenter un Marseille-Real Madrid au Vélodrome, un match retour avec de l'enjeu. Enfin, je veux dire, je te dis, moi, le Vélodrome, j'adore cette ambiance. Et les gens, tu vois, ne comprennent pas que tu puisses à un moment donné être dingue de l'ambiance du parc, dingue de l'ambiance du Vélodrome, dingue de l'ambiance de Geoffroy Guichard. Voilà, c'est dingue parce que ce sont des moments que tu as envie de vivre parce que tu es amoureux de foot, avant tout. Ouais. On va revenir un petit peu sur cette épopée parisienne parce que il y a des moments, et je le compare un petit peu à ton hype, si je puis dire, il y a eu des moments où on est passé à ça de la fin, très tôt, très précoce, au barrage de Ligue des Champions avec Manchester City. Est-ce que toi, c'était pas encore le barrage, c'était la 7e journée. Pardon. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu as raison, c'était pas encore le barrage, c'est Brest. On est passé moins proche de la fin. C'est un lapsus, un petit peu, parce que pour moi, si le PSG perd ce match-là, c'est terminé. Comment tu l'as ressenti, toi, ce match-là? Est-ce que tu l'as ressenti comme nous, simplement spectateur? Alors, c'est un super beau spectacle, le Paris Saint-Germain s'en sort bien, il y a même eu un petit peu de chance peut-être. Ou est-ce que de l'intérieur, tu as une autre lecture de tout ce qui s'est passé dans ce match? Est-ce que toi, tu sentais le retour du Paris Saint-Germain? Non. Moi, j'étais incapable. Enfin, tu vois, quand ils sont menés 2-0, je crois que c'est la 56e où ils sont menés 2-0, moi, je pense que c'est cuit. Je me dis, c'est fini. Tu vois. Et puis, ils reviennent 2-1, 2-2, ils marquent très vite. En fait, la chance qu'ils ont eue, je crois, c'est qu'entre le deuxième but qu'ils encaissent et le but, c'est Dembélé qui revient à 2-1. Il y a peut-être 3 ou 4 minutes. Et si ce laps de temps-là, il dure un peu plus longtemps, je pense que ça peut être compliqué. Mais non, très honnêtement, moi, je ne pensais pas à 0-2 que Paris allait revenir. Étant donné ce qu'ils avaient montré depuis le début de la saison, c'est-à-dire ils avaient plutôt bien joué, c'est vrai, dans le jeu, mais ils n'arrivaient pas à marquer de but. Là, tu sais qu'il faut en marquer 3 en un tout petit peu plus d'une demi-heure. Tu commences à te dire, c'est fini, quoi. Et ça joue, ça, dans ton commentaire, toi? Le fait que tu vois que ce soit potentiellement la fin, à une demi-heure de la fin?
Bah, ça rajoute, je trouve, du drama, en fait. C'est-à-dire que quand ils reviennent à 2-1, et puis 2-2, là, tu te dis, ça y est, on va vivre un moment historique. Ok. Et finalement, c'est presque trop facile sur la fin. Tu vois, ce qui aurait été incroyable, c'est que Paris marque le 3e à la 93e, celui de Ramos, ce soit le 3e, et que Paris gagne à la 93e. Ça aurait été, oui, encore. Mais là, ils ont tellement été incroyables sur les 35 dernières minutes que tu te dis, bon, Paris, ils ne sont pas passés loin, mais il y avait de la marge parce qu'ils ont été éblouissants pendant 35 minutes. Et on arrive, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas pris conscience à ce moment-là que c'était le début, en fait, d'une épopée. Ouais, du shift de Paris dans cette saison. Aujourd'hui, je te dis, je pense que c'est le moment qui a tout changé, mais sur le moment, c'est difficile de s'en rendre compte. Et à Liverpool, tu t'en rends plus compte que justement, il y a match quelque aller. chose. Moi, le match aller. Ah, le match aller plus que le match retour. Je trouve qu'ils ont maîtrisé le match aller. En plus, il faut se rappeler qu'à ce moment-là, Liverpool, c'est l'équipe la plus dominante d'Europe. Hein. Bon, il y a peut-être match avec le Barça, tu vois, mais à ce moment-là, ils marchent sur le championnat d'Angleterre. Ils ont fait 21 points sur 24 en phase de saison régulière. Enfin, on se dit, bon, Paris, ils vont être mangés tout cru en 8e. Et ils font un match aller. Je me dis, mais attends, c'est ça Liverpool et c'est ça Paris. Enfin, c'était éblouissant ce qu'ils ont réalisé pendant 90 minutes. Ils prennent un but malheureux. Et en fait, après le match, je me souviens avoir discuté avec Ciné. Je me dis, mais c'est pas fini. Parce que vu ce qu'ils ont fait là, s'ils arrivent à jouer comme ça dans une semaine ou dans 15 jours, ils peuvent passer. Et finalement, ils sont passés. Ok. Donc, tu n'es pas surpris par le résultat du match retour quand tu vois la performance du match aller? Non, je ne suis pas surpris. Je suis pas surpris, on y va vraiment en se disant qu'il y a moyen. D'accord. Vu ce qu'ils ont montré à l'aller, je ne sais pas si tu te souviens, mais Liverpool, ils n'ont pas existé. Ils ont une occasion à la fin. Je me souviens, oui. Et qui est freiné d'ailleurs. Enfin, il y a pas mal de moments un peu. Ça bascule dans leur sens. Marquinhos qui perd son duel à la tête. Derrière, tu as Nuno Mendes qui dort un peu et Elliott dans son dos. Et derrière, tu as Donnarumma qui n'arrive pas à la sortir. Donc il la freine. Hein. Ouais, c'est 3 petites erreurs qui, en fait, mises bout à bout, font que Liverpool gagne le match. Mais sur tout le reste, c'était impressionnant. D'ailleurs, le lendemain, je me rappelle avoir lu les journaux anglais parce que je préparais justement le match entre les deux matchs de Liverpool que je commentais. Et en fait, tous les médias anglais disaient « Attends, c'est un miracle que Liverpool ait gagné à Paris parce qu'on a vu une équipe qu'on n'a jamais vue. » Et c'est à partir de ce moment-là aussi que les Anglais ont commencé à se dire « Attends, Paris, ils sont très très sérieux cette année. » Quand tu vas là-bas, c'est ta meilleure expérience de commentaire de la saison à Liverpool, à Anfield? Là, il n'y a pas de pirouette possible. Non, mais je réfléchis parce qu'il y a quand même eu des moments très forts. Moi, je trouve que le meilleur moment de la saison, bon, c'est évidemment la finale. Mais parce que c'est la finale quand même. Enfin, c'est pas un truc à l'arrache 1-0, c'est vraiment, il y a tout. Ouais. Il y a tout. Il y a tout, et puis surtout, il y a les 3 buts en deuxième période qui changent tout parce que si ça finit à 2-0 au bout de 20 minutes et que derrière, ils gagnent 2-0, on le vit moins intensément que là où c'est clair. C'est une victoire totale. C'est clair. Il y a le but de Fabian Ruiz en demi-finale retour, là, parce que là, tu sens qu'ils sont vraiment pas bien, qu'ils ont pris 15 minutes, ils sont sous l'eau. Et en fait, le parc hurle de soulagement plus que de joie, presque, quand ils marquent, parce qu'ils se disent « Ouf, ça bascule du bon côté ». Et oui, le match à Liverpool pour le suspense. Parce que tu dis ça va se jouer au tir au but. Oui, parce que là, il y a… Oui. Et puis même, il y a tout le match, tu te dis qu'on est à un but de tomber. Ouais. Et puis, il réalise encore quand même un super match. Il y a peut-être 15-20 minutes dans le match où Liverpool est supérieur, mais sur l'ensemble des deux matchs, il n'y a rien à dire. Et en fait, quand tu refais toute la compétition, tu te dis, bah, en fait, on aurait peut-être aimé voir ce que ça aurait donné contre le Barça en finale. Mais en fait, Paris, c'était la meilleure équipe. Je pense. Et il n'y a pas de débat. Donc, voilà, c'est le sentiment que j'ai quand je les vois jouer les 2 matchs contre Liverpool, les 2 matchs contre Villa, les 2 matchs contre Arsenal. Et la finale, j'en parle même pas. Bah justement, moi, je vais te demander d'en parler un peu de la finale. Je suis là pour t'embêter, mais Margot Dumont, en direct et même en off, on l'a vu après quand vous avez diffusé les images et puis sur son compte Instagram aussi, elle l'a partagé. D'ailleurs, qu'on embrasse Margot. Elle a insisté sur le niveau d'émotion qu'il y avait ce jour-là. Est-ce que tu le perçois déjà avant le match? Est-ce que c'est quelque chose qu'on sent un peu dans l'air, qu'il y avait quelque chose de différent ce jour-là?
Je vais te faire une confidence. Moi, quand Paris rentre à l'échauffement, donc nous, on est déjà au post-com avec Sydney et on scrute évidemment ce qui se passe. Et on voit Marquinhos qui est possédé, je ne sais pas si tu te souviens, il est au milieu des partenaires et déjà, il fait un regard de fou. Ouais, un regard et il commence à haranguer ses partenaires. Et j'ai dit à Sydney, j'ai peur que ce soit trop déjà, en fait. Tu vois. T'es à 1 heure du match. Et il était là, intense, comme s'il jouait la 85e et qu'il fallait tenir, qu'il y avait un 0, tu vois. Et j'ai eu peur qu'ils aient joué le match avant le match. Donc, pour répondre à ta question, oui, tu sens qu'il y a un truc, vraiment. Alors que tu ne le sens pas la veille. On était à l'entraînement la veille, ils étaient tranquilles, ils rigolaient, ils ont fait un entraînement hyper léger, c'était ultra détendu et tout. Et tu te dis, Paris, ils sont comme depuis le début de la saison, ils jouent les matchs tranquilles. Enrique, il a amené ça, ce côté... pas de problème, faut pas avoir peur, on va y arriver, serein et tout. Et là, à 1 heure du match, à l'échauffement, tu te dis, oulala, attends, est-ce qu'ils sont pas un peu trop dedans là? Et j'ai dit ça à Sydney, et lui non plus, il était un peu, il se dit, waouh, c'est vrai que c'est un peu trop intense. Et puis finalement, non, donc ça s'est bien passé. Et après, oui, à la fin du match, tu sens que c'est un soulagement, en fait. C'est qu'on en revient toujours à Marquinhos, c'est que c'est bon, Paris l'a fait, quoi. Pendant tout ce match-là, tu me disais que tu choisissais les moments qu'il fallait appuyer entre guillemets aux commentaires. Il y a le retour de Kvara. Ouais. Il y a cette talonnade d'Ousmane Dembélé. Alors que je trouve qu'en réalité, quand tu reprends toute l'action, il y a surtout le chemin de Vitinha avec son ballon, avec des relais partout qui amène jusqu'au but de Doué. Et il y a le but de Doué. Ouais. À refaire, sur ces 5 actions de but que tu revois de la finale, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changes dans ton commentaire, toi, ou pas? Est-ce que je change un truc? Ouais, je change sur le but de Kvara. Je commence à dire c'est le but pour être champion d'Europe. Et la première fois, je savonne et je le répète. Mais quand je l'ai réécouté, je trouve que ça fait partie du match, ça fait partie du truc. Donc je m'en accommode. Toi, à l'analyse, tu te dis, c'est parce que tu l'as déjà dit, tu penses que c'est une faute. Enfin, non. Je savonne sur le mot, je dis c'est le but. Et au lieu de dire pour être champion d'Europe, je fais voilà, champion d'Europe. D'accord, ok. Parce que je vais aller trop vite et que je le vois filer vers le but, je dis il faut que je finisse ma phrase avant qu'il frappe. Donc non, si je devais reprendre, ce serait peut-être ça. J'en ai un peu voulu à Hakimi de ne pas célébrer le premier but parce que je trouve qu'il nous coupe un peu dans notre joie, tous, français, tu vois. Bon, moi, j'aime pas trop les joueurs, enfin, j'aime pas trop, ils font ce qu'ils veulent évidemment, mais je trouve que. Oui, c'est bon, c'est le jeu, quoi. Ouais, tu marques, voilà. Et puis, c'est pas dire que t'es pas déçu pour les autres, mais là, t'es payé par un club, tu joues pour le club, bah, t'es content pour ce club, et voilà. Puis on verra plus tard si tu dis j'ai une pensée pour mes anciens partenaires. Oui, à la rigueur, c'est vrai, à la fin, mais sur le coup. Bon, bref, ça, c'est pas le débat. Donc, ça, et puis c'est presque trop facile en première, tu vois. Il y a moins de folie parce que Paris est tellement en maîtrise, en fait, que c'est tellement logique qu'il soit à 2-0 que. Donc, voilà, mais non, je te dis, si je pouvais juste. Désavonner Arrête, ça le fait premier partie truc. Du charme. Non, oui, voilà, mais regardez ça. Tu t'en accommodes. Ah oui, bien sûr. Moi, je tu me demandes. Ouais, je te demande. T'aurais changé quoi, toi Moi, rien. Moi, rien, Paul. La pirouette. Non, je te jure, très sincèrement, moi, j'ai kiffé du début à la fin. Gentil. J'ai kiffé j'ai adoré comment Canal a mis en place le fait de suivre sur presque 72 heures en non-stop la préparation de la finale. Je trouve que pour une fois, c'était pas Real Madrid, pour une fois, c'était pas Liverpool, c'était nous. Et j'ai adoré ça, d'être au centre des débats. Et puis, non, après, je suis un gamin de Canal, moi je suis pareil que toi, donc je suis peut-être pas objectif. Mais non, j'ai tout adoré. J'ai tout adoré et je trouve que, voilà, ces petits moments où on bafouille un peu, où le commentateur... Oui, ça fait partie du... Ouais, ça fait partie de la magie. Ouais. D'ailleurs, petite question, est-ce qu'avoir un mec qui met l'ambiance sur le terrain par des gestes, un Désiré Doué, un Ousmane Dembélé, c'est vraiment un atout ou est-ce que... c'est tout aussi simple que de commenter un Vitinha qui fait simplement circuler le ballon potentiellement ou un Fabien Ruiz. Est-ce qu'il y a des joueurs Ça met du rythme en fait. Ça met du rythme. Tu vois, ça te permet de, s'il y a un geste un peu qui sort de l'ordinaire d'un joueur, ça te permet, tu vois, moi sur la talonnade de Dembélé, je dis oui. Ça te permet de changer en fait, de pas toujours dire passe de trucs. Et il y a un petit truc comme ça, et toi, ça te permet de trouver une parade pour justement accompagner ça d'une façon un peu différente, tu vois. Et tes réactions, elles sont naturelles ou c'est travaillé? Non. Oui, c'est un truc que tu pourrais sortir avec tes potes devant le match, quoi. Ouais, justement, en fait, je trouve que c'est ça qui est difficile et qu'il faut, à mon sens, réussir à avoir, c'est
d'avoir le naturel que tu peux avoir avec tes amis, bon évidemment sans t'énerver ou te prendre la tête à deux mains quand c'est ton équipe qui joue, mais c'est de réussir à garder en fait cette émotion, cette surprise. Si tu es surpris aux commentaires, le gars ou la fille qui regarde la télé, il est ou elle est surprise aussi. Donc il faut traduire ça, dire waouh, bah ouais, waouh, ou parfois quand il y a une phrase, fait ouh, et tu le fais aux commentaires, et comme tu le ferais devant ta télé. Donc je trouve que c'est bien justement de garder cette fraîcheur-là, mais c'est dur au départ parce qu'il faut se lâcher un peu, quoi. Ça a mis du temps à venir pour toi? Bah, au début, tu essayes de faire propre, tu sais, c'est le commentaire, la télé, machin, tu essayes de. Ouais. Tu te dis, bah, je suis pas dans mon salon, et t'es pas dans ton salon. Non. Mais il faut garder ce naturel que tu as quand tu regardes un match de foot, je pense. Pour terminer, je te propose 2 petits jeux. Allez, vas-y. D'accord, on va te torturer un petit peu, on est là je suis pour pas ça. bon au jeu. On commence par un fameux tu préfères. Ok. Ok, alors je me suis mis au thème du jour, donc on est à ta place en commentateur. Ok, c'était obligé de répondre, on peut pas dire pas de pirouette, genre. Non, bah, je pense que tu as utilisé tout ton lot de pirouettes pour la journée. Voilà. Donc on va pas en ressortir maintenant, mais bref. Vas-y. Tu préfères commenter la finale de la Coupe du Monde en 2018, pardon. Moi aussi j'ai savonné. Ouais. Ou, le salaud il aurait pu me dire, mais non, t'inquiète. Non, t'as bien savonné. Ou celle que tu as commentée, la finale de la Ligue des Champions en 2025 avec le Paris Saint-Germain. Ligue des Champions parce que c'était la première de Paris. Ah, le côté historique, t'aimes bien. Bah, d'accord. Commenter, alors ça c'est vraiment une très grosse question. Commenter le Paris Saint-Germain, Real Madrid, version 2022 que tu as commenté avec une pluie de stars, Benzema, Neymar, Messi, tout ça. L'aller ou le retour? Peu importe. Ce contexte-là en termes de joueurs présents sur le terrain. Ou un PSG Arsenal que tu as commenté cette saison avec finalement pas de grands noms ronflants de stars au début du match. PSG Arsenal. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Bah déjà parce qu'ils gagnent. Et non mais on est toujours plus... En fait, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Non pas que je veux que Paris gagne, enfin si, parce que c'est le club français, mais parce que quand tu commentes le match, tu es porté par l'équipe à domicile souvent. Okay. Donc c'est-à-dire que là, le PSG Arsenal, le match retour, Paris qui gagne, quand il y a un but, le stade explose et toi, ça te permet en fait d'avoir cette espèce de petit tapis sonore où tu es obligé de pousser plus fort que le public pour commenter et donc tu es meilleur. Okay. C'est toujours plus dur de commenter des buts à l'extérieur où le stade d'un coup, tout le monde se tait et toi, tu es là à crier. Tu es moins porté que quand il y a un but à domicile. Et donc là, Paris, je t'ai dit, le but de Fabien Ruiz, pour moi, c'est le meilleur le plus symbolique de l'épopée de Paris parce que le stade est tellement en train de frissonner, de voir que Arsenal a pris le dessus sur Paris et que potentiellement ça peut mal tourner, que là c'est une explosion de joie, de soulagement et toi t'accompagnes ça, donc c'est un peu plus facile à commenter. Bah justement, tu vois, je regardais tous les gros commentaires de la saison et il y a le but à l'extérieur de Dembélé justement à l'Emirates Stadium qui est déjà ça va un peu mieux, mais une cathédrale quand même comparé au Highbury que ça pouvait être. Et ton commentaire, c'est vrai, toi tu es euphorique sur le commentaire de Dembélé alors que derrière, enfin autour de toi, il y a un silence incroyable. Je me suis dit tiens, pas sûr que je sois très à l'aise à l'idée de crier. Ouais, et en plus je trouve que ça t'apporte autre chose quand tu écoutes un match et que tu entends le bruit du public derrière. Ouais, c'est clair. C'est plus joli encore, je trouve. Commenter un classico Real-Barça finale de Ligue des Champions avec une audience record pour Canal+. Ou un PSG Marseille en finale de Ligue des Champions avec une audience un peu moins record parce que moins internationale. Je pense que si on faisait un PSG Marseille en finale de Ligue des Champions, l'audience, elle exploserait celle de Barça. Au niveau français, oui, c'est vrai. Oui, PSG Marseille. Ouais. Alors là, que le meilleur gagne. On préfère un Hakimi ou Dembélé Ballon d'Or? Dembélé. Ok. C'est ton avis, je le respecte. Moi, j'ai toujours eu un faible pour les attaquants. Donc, c'est vrai? Bah oui, parce que je trouve que c'est tellement dur ce qu'ils ont à faire et que Dembélé, il a tellement de talent que s'il avait le Ballon d'Or, alors même qu'on imaginait il y a quelques années qu'il ne ferait jamais une grande carrière, clair. Je trouve que ce serait un joli pied de nez à l'histoire. Et dernière question sur le tu préfères, le style de jeu, Dembélé ou Yamal à commenter? Dembélé. C'est vrai? Ouais. Ok. Dembélé parce que tu sais jamais ce qu'il va faire. Moi, Dembélé, quand je le vois partir pied droit, pied gauche, je dis sois concentré parce que
ça peut être une frappe surpuissante du gauche, ça peut être un enroulé du droit, ça peut être un crochet, ça peut être donc. Je trouve que c'est plus excitant encore à commenter. Ok. Où Yamal, ça va être très joli aussi, mais c'est un tout petit peu plus. Enfin, tu peux plus anticiper. Quand tu le vois rentrer son pied gauche, tu sais très bien qu'il va pas revenir pied droit pour frapper en force du pied droit. Tu sais que 99 fois sur 100, il va essayer d'enrouler pied gauche. Même s'il le fait très bien et que c'est un énorme talent. Non, et non, tout, bien sûr. Mais d'accord, ok, je vois. Bon, deuxième jeu, le The Best, l'interview The Best. Allez. Tu réponds tac au tac la première réponse qui vient à l'esprit. Le meilleur match que tu as commenté dans ta carrière. Ton meilleur souvenir à toi. C'est vrai que le dernier, il est quand même pas mal. Ouais, c'est dur de faire mieux. j'essaie d'en trouver un autre. Ouais, je me doute qu'il est là devant tes yeux. Non, et que t'as du mal on y revient après. On y revient après. Monsieur, il est chez lui, il fait son interview, mais c'est pas grave. Tu m'as dit c'est comme à la maison. Je vois que t'as pris au mot. Le pire match que t'as commenté. Ou un 0-0. N'importe lequel, un 0-0. C'est vrai? Ouais. C'est vraiment un enfer, ça? Oh. Même s'il y a des occasions et tout, c'est un enfer? Non, non, pas s'il y a des occasions, mais un 0-0, il n'y a pas eu d'occasion, oui. Ok. Ton meilleur souvenir foot, toi? En dehors du commentaire. La Coupe du Monde 98. C'est vrai? C'est au-dessus de 2018, c'est au-dessus de tout ça? Oui, parce que moi, j'avais 8 ans en 2018, 7 ans en 2018, en 98, pardon, et que, je sais pas, quand t'as 7 ans, que l'équipe de France joue, il n'y a que ça qui compte dans ta vie, en fait. Et on en parlait tout à l'heure, avec le temps, tu arrives à te détacher un peu, à mettre de la distance, et tu sais que c'est pas le plus important dans la vie, mais quand tu as 7 ans, il n'y a rien de plus important que le foot. Moi, je me revois encore chez mes grands-parents pour le match du Paraguay à pleurer de tension et de bonheur après le but de Laurent Blanc. Mais parce que j'arrivais pas à contenir mes émotions. La seule fois où j'ai ressenti ça depuis, c'est quand ma fille elle est née. T'imagines la comparaison? Elle est pas mal, la comparaison. Donc, je trouve qu'en fait, que ce sera jamais aussi pur et innocent que ça. Et d'autant plus maintenant que je bosse dedans. Je suis pas du tout blasé. J'adore toujours autant le foot. Je suis toujours autant passionné. Mais Dieu merci, j'ai réussi à mettre un peu de distance avec les choses. Sinon, je pourrais pas bosser. C'est bien. Mais c'est mon plus beau souvenir de foot. Ta boulette de la saison, ou pas d'ailleurs, ta boulette en tournage, que les gens n'ont pas forcément vu. Une fois, j'ai dit dans un com, ils sont géniaux. Il n'y a pas de faute, tout va bien. Je me suis repris, mais c'est vrai que sur le moment, on se dit ah ouais, celle-là, elle est jolie quand même. Est-ce que tu te prends attaquer de Monsieur Matou dans ces cas-là? Non, parce que les gens savent, enfin les collègues, tout le monde sait que tu peux faire une erreur et tout le monde sait que, a priori, je sais que génial au pluriel, c'est géniaux. D'accord, a priori. Ouais, a priori. Ton plus grand moment de solitude en tournage ou préparation de tournage? Celui-là était pas mal déjà. Bon, je sais pas, les rares fois où il y a eu un problème technique dans un truc, tu vois, où je sais qu'une fois je suis parti en tournage quand j'étais JRI, donc journaliste reporter d'image avec la caméra, et que ça m'est arrivé d'arriver où il n'y avait pas de batterie, où tu dois faire une interview, tu n'as pas de batterie. Donc là, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? C'est vraiment cata. Et voilà, surtout ces trucs-là. Ah, ça t'est arrivé, ces trucs-là? Ouais. Je suis pas tout seul, en gros. Non. Ça me touche que tu me dises. C'est terrible. Ça me touche beaucoup. C'est terrible. Le plus beau but que tu aies commenté? Le plus beau but, j'oublie un peu les buts. C'est vrai? Ouais. Je suis jamais capable, par exemple, après un match, j'ai beaucoup de mal à remettre dans l'ordre de la chronologie du match. Tu sais, s'il y a eu un rouge, s'il y a eu un penalty. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. À moins s'il y a eu un seul but, bon, ça va, tu vois, mais s'il y a eu 3-2, je dis, attends, mais c'était lequel? Qui a marqué? C'était le E, et puis après c'est E, et puis après... Parce que en fait, tu es tellement concentré sur ce qui se passe à l'instant, qui a le ballon, où est-ce qu'il va le donner, est-ce qu'il y a un changement et tout, que t'as du mal à te faire la vision un peu globale. Il faut revoir le match pour ça. Okay. Donc, si tu me demandes peut-être pas le plus beau, mais en tout cas celui où j'ai senti vraiment le plus intense, c'est le but de Rodrigo contre Manchester City. Tu sais, le Real, ils sont menés 1-0 et finalement, en 2 minutes, ils marquent 2 buts et ils arrachent la prolongation et derrière, ils se qualifient pour la finale. Ça vient toujours des mecs qu'on attend de moins, Rodrigo. Ouais, souvent. Ton joueur préféré all time? Zizou. C'est vrai, c'est Zizou?
toute façon, il faut dire Zizou. À cette question, il faut dire Zizou. Tu vois, on parlait des réseaux sociaux. À cette question, il faut dire Zizou et c'est tout. Non, oui, moi, ce joueur que j'ai. C'est ce que je te dis quand t'es jeune et que quand t'es enfant, ces mecs, c'est des héros. Ouais. Tu vois, c'est pas des joueurs de foot, c'est des héros. Ouais. Donc, pour moi, il y avait Batman et puis il y avait Zizou. C'est la même chose. C'est très bien formulé. Ton pire souvenir foot? La Coupe du Monde, la finale 2006. C'est vrai, la finale 2006, ouais, c'est ton pire? Ça reste dans le. Je pense que c'est top 3. C'est toujours l'équipe de France. Non, il y a Lyon aussi, le PSV Lyon. Oui, la triche. Le penalty sur Neymar. Ça, c'était costaud. Ouais, là aussi, t'as pleuré ou pas? Non. Après, ça fait longtemps que je pleure plus pour le foot quand même. D'accord. T'étais pas loin avec Marquinhos quand même. Hein. Ouais, c'est pas du foot. C'était pas du foot. Non, mais d'accord, ok. C'est un côté sensible. Oui, mais c'est pas, je te la laisse, cette pirouette aussi. Ok, et le troisième, tu me disais, ton top 1? Je sais pas. Là, je t'ai dit le top 2. Tu m'as dit PSV et 2006. 2006, ouais. 2006 pour tout ce qu'il y a, pour la sortie de Zidane, pour le penalty sur la barre de Trezeguet. C'était beaucoup. Bon, dernier jeu, et après je te laisse tranquille, c'est promis. Tu dois les classer dans l'ordre, sans savoir, je te donne 5 moments de la saison. Okay. Tu les classes dans l'ordre sans savoir ce qui va venir. Il y en a combien? Il y en a 5. Ok. Du coup, moi aussi, je te les donne dans le désordre. Ok. L'action plus deuxième but de Doué contre l'Inter. On est focus PSG, tu l'auras. Oh, là, on est très haut. Je commence par ça. Ça peut être le piège. Ouais, mais... Promis, je parle pas de la naissance de ta fille. Ah ouais, non, on est connexion du foot, là, rassure-moi, parce qu'après, si tu me sens le truc... Non, je vais pas te mettre dans la sauce. Ouais, derrière, là, je suis fini, là. Non, Romy, on reste sur le PSG. Allez, 2. 2 parce que je sais pas ce qui vient après. Ok. But de Barcola pour égaliser contre City. 5. D'accord. Le but de Dembélé contre Liverpool. 4. La parade de Donnarumma contre Odegaard. 3. Moi, c'est 1. Le but de Mayoulou contre l'Inter pour le 5. C'est pas le 1, mais 1. C'est pas mal, ça fait l'histoire. Non, je trouve que c'est une jolie conclusion de l'histoire de Paris, avec leur nouveau projet, les jeunes, et que ce soit un Titi qui marque le 5e but. Et parler d'innocence, de bonheur intense. Oh, il est doué, le mec. Il arrive une réponse pourrie à la fin, il arrive à m'en faire un truc incroyable. J'ai envie de chialer. Ouais. Paul, merci, c'était cool. Merci à toi. Je me suis éclaté. J'étais content. Franchement, ça fait longtemps que je voulais te recevoir. Je suis content que ce soit fait. Et puis, ça s'est super bien passé. T'as passé un bon moment, ça va? Ouais, à part le moment où t'as savonné, c'était trop bien. Bon, les amis, on se retrouve vite pour un nouvel épisode de Call Interview. Avec des messieurs un peu mieux que celui-là, c'est promis. Mais toujours avec de la bonne humeur, du foot et du plaisir. Ciao.